Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, Station E, l'hyper local avant tout, pour démocratiser les véhicules électriques dans les territoires. Alain Roland, le fondateur de Station E, a bien compris qu'il fallait des bornes, mais aussi du service au plus près du quotidien des Français. Ce réseau national de stations électriques multiservices en France se distingue par ses solutions de plusieurs services pour faciliter la mobilité durable. On en parle avec lui dans quelques instants. L'événement Ferrari de l'année, la seconde édition de l'Astaros, organisé par Monaco Car Auctions, aura lieu le 8 juin 2024 au Grimaldi Forum de Monaco. Cette vente aux enchères propose une collection exceptionnelle de Ferrari pour des passionnés et des collectionneurs du monde entier. Un événement exclusif qui célèbre l'héritage de l'excellence de la marque italienne. Laurent Blomet, DG de Monaco Car Auctions, sera avec nous. Et puis la nouvelle fiscalité écologique déstabilise le marché du pick-up. Les règles fiscales sont sur le point de changer pour les pick-up avec un malus qui doit s'étendre au modèle 4 places. Mais la loi votée en octobre dernier n'a toujours pas été promulguée. Par peur du couperet, plus aucun client n'achète aujourd'hui de pick-up en France, laissant forcément les concessionnaires désemparés. On va en parler. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Mais avant tout, petit retour sur l'actualité avec Jean-Luc Moreau qui est avec nous, notre spécialiste auto. On parle auto tous les samedis sur Sud Radio de 11h à 13h. Bonsoir Jean-Luc Moreau. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Petit rappel des faits, Citroën rappelle aujourd'hui 600 000 voitures pour des raisons de sécurité. Les airbags de l'équipementier Takata seraient susceptibles d'exploser en vieillissant. Cet airbag qui est censé sauver nos vies, encore faut-il qu'il fonctionne concrètement, mon cher Jean-Luc. Oui, alors déjà pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un airbag, c'est simplement un explosif qui déclenche le gonflement de l'airbag. Donc c'est vraiment très violent quand un airbag se déclenche. Si vous avez le nez à peu près et que vous avez des lunettes par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une patate à la place du nez. Donc là ce qui se passe, c'est que ces airbags se déclenchent de façon intempestive et il y a des morceaux métalliques qui sont à l'intérieur de l'airbag, qui peuvent blesser gravement les occupants. Il y a eu des décès d'ailleurs. Mais ce qui est très étonnant dans l'affaire avec Citroën, c'est que l'histoire des airbags Takata, puisque c'est un sous-traitant japonais qui fabriquait ces airbags, elle existe depuis longtemps. Il y avait déjà eu 70 millions de rappels aux États-Unis, 20 millions de rappels au Japon, et Stellantis, on va les appeler Stellantis, mais on devrait dire PSA, a un peu tardé pour se préoccuper de ce qui se passe aujourd'hui sur les Citroën C3 et DS3. Et pourquoi ils ont tardé ? Simplement parce que le fabricant à l'époque, Takata, a déposé le bilan en 2017. Et vous savez que quand il y a un vice caché, normalement, c'est le sous-traitant, c'est le fournisseur qui doit payer pour les remplacements derrière. Aujourd'hui, le fournisseur n'est plus là, donc c'est à Stellantis de prendre en charge. Et on va dire qu'ils n'ont pas un porte-monnaie en peau de hérisson, je crois que c'est pire que ça. Carlos Tavares n'est pas d'accord, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Comme ils ont tardé sur le 1,2 litre PureTech, connaissant les problèmes de moteur, là c'était exactement la même chose. Et aujourd'hui, voilà, à 17h, moi j'ai reçu un communiqué qui dit à tous les possesseurs de C3 et DS3 fabriqués entre 2009 et 2019, arrêtez immédiatement de conduire votre véhicule. C'est juste absolument incroyable, quoi. C'est-à-dire, on dit à tous ces gens-là qui vont être susceptibles d'avoir un véhicule qui va être rappelé pour remplacer les airbags, on leur dit arrêtez de conduire. Mais le problème, c'est que le constructeur vous demande d'arrêter immédiatement de conduire. Si vous avez un accident derrière, vous n'êtes plus assuré. D'accord. Effectivement. Vous voyez le risque. Non, mais quand on dit arrêter il faut bien les ramener et les rapporter au garage. Donc il y a bien. Oui, on est d'accord. Oui. Vous imaginez pas 600 000 voitures qui vont arriver au garage comme ça d'un seul coup. C'est pas possible. En plus, il faut remplacer ces airbags. On fait appel à un autre sous-traitant aujourd'hui, mais le sous-traitant est incapable de fournir une quantité pareille d'airbags d'un seul coup. Oui, donc, parce qu'il y a 7, 6, 8 airbags parfois dans les voitures. Oui, et là, ça concerne principalement l'airbag volant et passager.
Mais c'est vrai que c'est impossible de tout remplacer en un claquement de doigts. Et sans proposer d'alternatives, j'imagine, Jean-Luc. Il y a quand même, aujourd'hui, ce qu'on nous propose, on nous dit, voilà, va y avoir 60 000 véhicules de remplacement sur l'ensemble des pays et 25 000 en France. Ah oui. Ah oui. On est loin du compte. Il y a 600 000 voitures concernées, on nous dit il y aura 60 000 véhicules de remplacement. Les premiers arrivés, les premiers servis. Et c'est exactement ça, c'est ce que j'allais vous dire. On a intérêt... Dépêchez-vous, si vous avez une DS3 ou une C3, vous courez chez le concessionnaire en espérant qu'il ait reçu des véhicules de remplacement, ce qui n'est pas évident. Mais ça veut dire que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça veut dire que ça rend aussi nulle la valeur de la voiture, en tout cas en large baisse, pour tous ceux qui n'auront pas eu l'occasion de pouvoir les changer. Ça va être un problème. Je vais même aller un cran plus loin. Imaginez, vous avez une DS3 avec un litre de PureTech et avec les airbags qui n'ont pas été remplacés. Vous allez avoir un peu de mal à la vendre. C'est clair, c'est clair. Et c'est contractuel parce que quand vous avez une voiture qui a plus de 2 ans, c'est-à-dire la garantie légale, on est dans le vice caché. Là, on n'est pas dans la fin de garantie. Alors normalement, le vice caché, c'est 5 ans. Oui. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le sous-traitant, Takata a déclaré effectivement qu'ils ont caché les problèmes pendant des années. Donc là, on est dans la fraude. C'est de la tromperie. Oui, c'est de la tromperie, fraude. Oui. Ouais. Voilà. Donc là, par contre, il y a le délai de 5 ans, il tient pas. Jean-Luc Moreau, est-ce que ça peut mettre le constructeur en péril, en tout cas sur ces marques-là, pour tous ceux qui allaient aujourd'hui changer de voiture et qui étaient plutôt aficionados de la marque? Est-ce que ça veut dire que ça va créer un précédent aussi sur le rachat? Oui, bien sûr. Alors mettre la marque en péril, je pense pas, quoique Citroën en ce moment va pas très bien. Et ce qui tombe mal pour Citroën, c'est qu'ils sont en plein lancement de la nouvelle C3, qui a l'air plutôt prometteuse, et que les gens vont dire ok, on n'en achètera pas à cause des problèmes de fiabilité. Vous savez, c'est très dur de construire une image de marque, et c'est très facile de la dégommer. C'est vrai. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Peugeot et Citroën. Ils avaient une très bonne image, Peugeot avait une très bonne image, Citroën avait une bonne image, et tous ces problèmes-là qui arrivent les uns après les autres, malheureusement, ça va faire un peu comme Volkswagen. Il y a une quinzaine d'années, Volkswagen avait une très bonne image. Et en quelques années, ils ont écroulé l'image de marque, et il a fallu des efforts immense derrière pour établir ça. Merci Jean-Luc Moreau. De toute façon, on vous retrouve en fin d'émission puisque vous allez revenir aussi sur cette nouvelle fiscalité écologique qui déstabilise le marché des pick-up. On revient dans un instant avec Station E et son fondateur et directeur général Alain Rolland sera avec nous. À tout de suite. Petite pause. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous accueillir et de vous accompagner jusqu'à 20h. On vous parle automobile forcément et aussi d'électrique. Station E, créée en 2018, premier réseau national des stations électriques multiservices en France. On va vous parler bien sûr de voitures électriques, ce qui est important. Alain Rolland est avec nous, le fondateur de Station E. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous avez compris qu'il fallait, très rapidement quand vous avez créé cette entreprise, qu'il fallait créer un écosystème finalement pour faire adhérer le plus grand nombre à la voiture électrique. Oui, il fallait donc déployer beaucoup de stations de recharge et à un prix très attractif pour que tout le monde puisse se charger, en tout cas toutes les bourses. Et pour faire ça, il fallait à côté y ajouter un certain nombre de services pour avoir un modèle économique qui fonctionne. Donc à la fois des chargeurs partout, donc on cherche à installer 10 000 stations en France. Et puis, à côté de ces stations, on va y ajouter des systèmes de télécommunication pour améliorer le haut débit, qui est aussi un besoin essentiel pour la population, y compris dans le très rural. Et également les services de proximité, comme des casiers connectés sur lesquels vous retrouvez, on va mettre des colis, on va les retirer, on va échanger des vêtements, etc. Et puis enfin, de la donnée qui permet à chacun, à travers des applications, de savoir où il en est, combien il a chargé, comment fonctionne sa voiture. Est-ce que Station E, vous n'êtes pas un peu, vous me passerez l'expression, le multi-service public dans les zones rurales notamment? On est assez transversal puisqu'on a pris le problème de, encore une fois, la mobilité, le haut débit mobile avec la visioconférence. C'est intéressant parce que c'est quand même un concurrent de la voiture, donc ça permet, et on veut quand même que les voitures évitent un peu de trop se déplacer. Et puis on a à côté, à proximité, éviter d'avoir aussi des camions qui viennent livrer sans arrêt des colis et de pouvoir aller déposer ces
faire ces échanges. Alors, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 200 stations en France. Elle a bien progressé, oui. Parce que depuis qu'on s'est vu en novembre, on a doublé le nombre de stations. Vous avez un peu plus de 400 600 points de charge aujourd'hui, et donc presque 300 points de charge. Eh bien voilà, le retour finalement des communes aujourd'hui de se dire qu'on donne la possibilité à des gens déjà, d'abord peut-être de changer d'avis, puisque le problème majeur en tout cas pour l'électrique, d'abord c'est le prix, et ensuite c'est la possibilité de se recharger, ce qui n'est pas toujours le cas possible en tout cas à la maison. Le retour finalement de ces communes, qu'est-ce qu'elles disent ? D'abord les communes, elles ont fait un gros travail depuis les années 2010-2012, puisqu'elles ont déployer des stations, donc avec de l'argent public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, continuer à déployer des réseaux qui évoluent techniquement, ça devient de plus en plus cher. Et donc, des réseaux privés, comme stations, il y en a d'autres, eh bien, elles sont assez contentes qu'on vienne déployer notre activité et développer l'emploi, l'économie locale. En plus, ça leur coûte rien. Et oui, exactement. Donc, ça coûte absolument rien. On investit, on raccorde, on exploite, on maintient, et comme dans d'autres activités. Et donc, la collectivité, ça, en tout cas, son témoignage, c'est qu'elles sont très contentes du résultat, puisque je prends un exemple, la ville de Meaux, on a installé, 25 stations dans la ville de Jean-François Copé. Un an après, on a 1500 sessions par mois dans une ville qui était très peu équipée et sur laquelle il y avait peu de voitures électriques. Donc les gens se sont mis à acheter des voitures électriques et on a un très bon résultat. Donc le résultat est positif. Quelles sont les villes, en termes de taille bien évidemment, que vous ciblez le plus ? Alors on prend des villes qui sont de environ 50 000 habitants et puis on descend jusqu'à des villes qui sont très rurales. Alors, quand je dis dans les zones très très peu denses comme 200, 300 habitants. Ah oui, là c'est vraiment la ruralité. Alors, souvent on appelle ça des zones blanches électriques. Nous on a un avantage, c'est que vous savez que le haut débit il est important pour la population puisque la fibre ira pas partout. Et donc des petits villages dans lesquels on va mettre une station rapide. On y reviendra peut-être sur ce que c'est, et avec des télécoms et du casier. Et c'est vrai que ces industriels qui eux ont une obligation aussi de se déployer, on est en collaboration commerciale qui nous permet de compenser le prix de la station et surtout offrir des prix attractifs à la recharge. Oui, on va en parler, mais quand vous dites de télécom, c'est pour bien comprendre que vous apportez finalement, comme si vous apportiez une fibre, c'est-à-dire que la station rayonne et vous permet d'avoir de la Wi-Fi peut-être que vous n'aviez plus. Alors nous, on apporte en fait l'infrastructure qui permet aux opérateurs, notamment de téléphonie mobile, de se déployer. Et donc, ils peuvent venir dans des endroits dans lesquels ils n'ont pas besoin de s'occuper de toute la partie génie civil, etc. Et à ce moment-là, ils viennent implanter leurs équipements. Voilà. Et vous soulevez aussi un côté social en matière de tarification. Alors là, quand j'ai créé la société, je m'étais fixé un objectif qui était, pour ceux qui sont à l'essence, que la charge électrique coûte un tiers du prix de l'essence. Voilà, donc parce qu'on parle de kilowattheure en électrique. 1 litre d'essence, c'est 2 kilowattheures. Et donc quand on vend le kilowattheure, nous, à 36 centimes TTC, eh bien ça fait 72 centimes le litre. Donc on est quand même sur quelque chose où on ressent quand on est à l'essence, on se dit oui effectivement c'est encore moins cher que l'éthanol. Pour mon portefeuille, ça va être un petit peu mieux. Alors le prix de la voiture électrique est encore un petit peu élevé, mais il est vraiment en train de baisser aujourd'hui. Mais c'est comme ça qu'on s'est fixé cet objectif, et il a fallu donc travailler avec des industriels à côté qui étaient intéressés pour venir aux mêmes endroits. Et donc, on a l'espace public étant quand même assez limité. Et on a, on pense, fait en termes de bilan carbone, par exemple, c'est intéressant de regrouper les services. Alors aujourd'hui, pour le consommateur, l'usager en tout cas de l'automobile, les recharges que vous proposez, finalement, c'est la recharge. On se recharge pour 100 km. On va faire ses courses dans le centre-ville, on se recharge et on est reparti pour une semaine. Alors, deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était moi la recharge non subie, donc la recharge sans y penser. Sans y penser, ça veut dire quoi ? On n'attend pas à côté de la voiture. Pour les joueurs de tennis, je vais jouer au tennis, je vais me charger, ou pour faire des courses, où je vais aller faire un examen médical, donc les loisirs. Et donc, on met des chargeurs à des endroits dans lesquels les personnes viennent pas exactement pour ça, mais viennent continuer leur activité, on ne veut pas changer les habitudes. Et on va comme ça se charger sans y penser. Donc, on veut que ce soit très très simple. On arrive, on se branche. Faut que ça marche partout. On met le TPE pour la carte de crédit pour ceux qui n'ont pas de carte. Enfin, chez Station E, c'est impossible de pas se charger. Enfin, une fois quand on arrive, il y a tous les moyens de paiement possibles. On peut même payer en carte de crédit, ce qui n'est pas le cas chez tous les opérateurs de bornes électriques. Oui, c'est vrai. Et même une réglementation européenne qui n'oblige pas à mettre le TPE sur les bornes un peu moins rapides. Nous, on le met partout. Et même récemment, on met des écrans vidéo pour que dans l'écran, on voit déjà, un peu comme sur YouTube, on comprend comment il faut se charger. Aujourd'hui, il y a une simple étiquette. Donc nous, on est vraiment très attachés à ce que ce soit hyper simple. On met 30 pédagogique. 30 secondes pour se brancher, on va acheter notre poisson,
on revient et on est chargé pour entre 100 et 300 km maintenant. Oui. Très bien, comme quoi j'ai que des infos qui sont fausses. Vous n'avez pas été tenu au courant? Non, ok, d'accord. Non, on m'a coupé l'électricité, c'est pour ça que je ne sais pas. On n'est pas dans les services de renseignement déjà. On n'est plus assez câblés. L'importance aussi, l'un des freins aussi, c'est de se dire il nous faut une démultiplication d'abonnements chez tous les opérateurs pour pouvoir à un moment donné souscrire et prendre de l'électricité quelque part. Vous avez la solution pour ça? Alors on a évidemment on a nos stations sur lesquelles on accueille toutes les cartes, donc on a d'autres réseaux très bien, qui sont notamment aussi sur les autoroutes sur lesquelles nous on ne va pas, parce que là c'est une charge, on en a besoin, puisque celui qui va au sud de l'Espagne, il faut qu'il se charge rapidement. Nous c'est vraiment la charge du quotidien, la charge de la semaine. Et puis donc on a une carte, nous aussi, un badge qui devient virtuel avec une application et qui sera encore plus virtuel plus tard, mais ce badge il va partout en France, et donc on va pouvoir, avec ce badge qui est offert, qu'on reçoit, universel. Exactement, et donc il va aller partout. Vous étiez, vous étiez dans la délégation Mobiliance. Vous êtes parti donc avec ces 80 grands chefs d'entreprise à Pékin pour aller au salon de Pékin. Le retour, il s'est passé plein de choses, bien entendu, là-bas, et ça a été un peu le choc pour ces chefs d'entreprise de se dire finalement comment travailler avec la Chine. Est-ce qu'il faut collaborer? Est-ce qu'il faut être concurrent? C'est quoi la bonne formule après ce retour de Chine? Alors, moi, je viens dans ma vie d'avant, je travaillais dans les télécommunications. Et quand on voit une puissance comme la Chine qui décide d'avoir un grand plan, alors soit dans le télécom, soit à une époque dans le textile, ou encore là, aujourd'hui, sur les voitures, tout le monde s'est rendu compte. Moi, je m'y attendais un peu, mais j'étais quand même choqué. S'est rendu compte, en fait, de leur capacité de production. Et qu'évidemment, ils vont arriver avec des véhicules qui sont de très bonne qualité. Ils font même presque du transfert technologique vers l'Europe. Donc, je pense, ça c'est personnel, qu'il vaut mieux collaborer avec ces sociétés. D'ailleurs, des constructeurs le font aujourd'hui. Parce que sinon, on va mettre des limites, mais ils vont déborder. C'est l'Europe, on ne parle pas que de la France ici. Donc ils vont arriver avec leurs véhicules et qui sont vraiment très 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 bien. Et Station E, l'idée est géniale, notamment en termes d'aménagement du territoire, parce que quelque part c'est aussi de l'aménagement du territoire. Vous avez des ambitions, vous étiez en Chine pour aller dans des pays, ou alors grands pays, mais avec des vastes zones blanches, l'Espagne par exemple, pour vous installer à l'étranger par exemple? Alors aujourd'hui on a signé un contrat sur une douzaine de pays avec des partenaires qui ne sont pas d'ailleurs dans le monde de l'électrique, mais ça c'est prévu pour 2025-2026, donc on se prépare à aller dans certains pays. Pour l'instant en France, on va gagner la bataille de France parce qu'on on a 600 points de charge, mais on en veut 10 000, donc il y a quand même du travail. Oui. Et puis d'ici quand 10 000 D'ici 5 ans, alors c'est comme toutes les jeunes sociétés, on se fixe des objectifs qui sont toujours ambitieux, mais c'est vrai on sort une station par jour mise en service. Et mardi c'était à Denain, dans le Nord. Voilà. Et donc on sort une station par jour, on veut sortir 8 stations par jour. Donc ça c'est d'ici 2 ans. Et surtout il faut aussi que nos clients, quand ils ont notre badge, quand ils vont sur les autres réseaux, il faut pas qu'ils payent plus cher que le prix qui est affiché. Donc nous je mets un point d'honneur à ce que chez nous on vient se charger, mais quand on va chez les autres, on les laisse se charger au prix de l'opérateur local. Ensuite, sur les autres pays, il y a des sujets sur le prix de l'énergie, des sujets sur la réglementation sur les raccordements. Donc, on étudie beaucoup ça avant d'y aller. Donc, ça demande un peu de préparation. Et puis, vraiment, on est très attaché à collaborer avec les marques françaises et étrangères, justement pour que ce qu'on appelle le plug and charge, c'est que bientôt vous verrez que comme un téléphone, on branchera sa voiture sur le chargeur, c'est la voiture qui fera la transaction. Donc il faut qu'on soit en collaboration avec des entreprises françaises, mais des grandes marques chinoises qui, elles, certainement auront besoin de se charger sur notre réseau. Et donc il faut que ces communications, pour vulgariser, comme si on était un USB sur un téléphone et que ça va faire automatiquement le paiement. Ça veut dire que la voiture deviendra finalement une carte de crédit ou un téléphone? C'est un téléphone roulant. Ouais, c'est ce que disent les Chinois. Merci beaucoup Alain Roland d'avoir été avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Il y a le 8 juin prochain à Monaco une édition exceptionnelle de l'Astarossa, une vente aux enchères 100% Ferrari avec des modèles d'exception et des produits dérivés absolument surprenants. Laurent Blomet est avec nous, directeur général de Monaco Car Auction. On en parle dans un instant. Vous avez envie de rêver? Restez avec nous. Vraies voix qui font rouler la France.
Et on est ravis de vous accueillir. Il y a automobile et automobile. Voilà, il y a deux catégories. C'est vrai qu'on est un peu passionné par la deuxième catégorie puisque le 8 juin prochain à Monaco se déroulera donc la seconde édition de l'Astar Rossa. Donc déjà dans Rossa, ça devrait vous interpeller. Dans une vente aux enchères 100% Ferrari avec des modèles d'exception et des produits dérivés absolument surprenants. Laurent Blomet est avec nous, directeur général de Monaco Car Auctions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, vous êtes un peu le Père Noël ce soir avec toutes ces voitures qui vont être vendues. Alors il y a des voitures et je le disais aussi, il y a des produits dérivés absolument hallucinants. Est-ce qu'il y a que Ferrari bien entendu? Est-ce que ça a été compliqué finalement de monter cette belle et grande opération, d'aller titiller un peu les propriétaires en disant voilà, si vous voulez et de récupérer tous ces beaux modèles? Alors j'ai plusieurs réponses à formuler. La première, c'est qu'on a déjà, grâce à l'édition de l'année dernière, une certaine notoriété qui a fait que certains propriétaires, qu'il s'agisse de voitures ou de fameuses pièces, sont venus à nous. Ça, c'était la partie facile. Quoi qu'il fallait ensuite trier, sélectionner et accepter. Et pour ce qui est du reste, c'est notre travail, donc l'équipe qui est soit à tout simplement scanner parfois des annonces à l'étranger pour trouver des pépites, et en se disant que peut-être parce qu'elles seront mises sous les feux des projecteurs à Monaco, trouveront preneur plus facilement que là où elles sont actuellement. Un réseau que nous avons aussi à la fois côté professionnel, mais aussi de collectionneurs et d'individus. Et après, je dirais, le bouche à oreille fonctionne. Quand on a convaincu un propriétaire de nous confier une auto, eh bien celui-ci en parle à quelqu'un d'autre aussi, et ça part comme ça. Lors de la première des modèles d'exception avait trouvé acquéreur une Ferrari Enzo Scocca 1 qui avait appartenu à Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, une 250 GT Boano de 1956, seuls 75 exemplaires avaient été produits, ou encore un casque signé Charles Leclerc. Qu'est-ce qui donne le plus de valeur? Le fait d'avoir gagné le Grand Prix de Monaco, absolument. Qu'est-ce qui donne le plus de valeur? Le fait d'avoir appartenu à une star ou la rareté? Un peu les deux. Un peu les deux. Et on le voit par exemple avec... on peut parler d'une voiture en particulier. Une F40 n'est pas forcément la Ferrari la plus rare. Pourtant, elle a une cote très élevée. Et une F50 qui est produite quasiment 3 à 4 fois moins, finalement, est plus chère, mais pas de beaucoup. Donc, qu'est-ce que cette voiture, si on parle d'une voiture plutôt que d'une pièce, qu'est-ce que cette voiture a suscité à une époque? Quel est l'affect qu'il y a autour? Et donc c'est à la fois son pédigré, sa rareté, à qui elle a appartenu, son état, et ce qu'elle évoque pour chacun d'entre nous. Et quand on parle dans le cas précis d'une vente aux enchères, il suffit de 2 personnes qui veulent ce bien pour que le prix s'enflamme. Ah oui. On les appelle les ferraristes, j'imagine, ou peut-être on peut. Ce sont des propriétaires qui sont assez taiseux, en tout cas, sur leur patrimoine et sur peut-être aussi des collections. Comment est-ce qu'il y a une communauté de passionnés de Ferrari? Est-ce que ce sont des gens qui sont d'abord que des ferraristes ou des gens qui ont de nombreuses voitures? Mais comment on les trouve? Comment on les appelle? Comment ça se passe en fait? Parce qu'on aime savoir aussi les dessous, les coulisses. Alors, on peut avoir une Ferrari et une seule, et être quelqu'un de tout à fait modeste, d'avoir économisé, d'avoir travaillé toute sa vie, d'avoir hérité, d'avoir fait un prêt ou peu importe. On peut avoir une Ferrari qui est celle avec laquelle on roule quotidiennement et en avoir 15 autres dans un garage. Je dirais que les J'aime beaucoup cette personne, faut me la présenter. Parce que moi aussi, je voudrais rouler. Mais en fait, je dirais qu'il n'y a pas un profil type, à part peut-être le fait qu'on roule difficilement en Ferrari sans être vraiment fan de la marque. Un propriétaire de Ferrari va tolérer beaucoup de choses de cette marque-là, ce qui ne sera pas forcément le cas pour une autre ou pour une marque généraliste. Il y a incontestablement un affect, et quand on est proche de Ferrari, on est aussi proche quelque part de l'Italie, de tout ce qu'il y a autour, d'une certaine Dolce Vita, d'une certaine époque. Donc c'est pas que l'objet en tant que tel, c'est un écosystème en fait. Un écosystème, une façon de se projeter ailleurs que peut-être là où on est aussi. Astarossa, ça rime avec Testarossa, un modèle mythique des années 80-90. Il est mis à l'honneur le 8 juin prochain à Monaco. Qu'est-ce qui fait le charme de la Testarossa, modèle mythique pour les gens de notre génération? L'esthétique ou le 12 cylindres en ligne? Alors je réponds déjà à autre chose. L'Astarossa, ça veut dire l'enchère rouge. Donc le mot est inventé, mais en tout cas est inspiré de la Testarossa. Vous êtes doué pour les calembours, ça fait plaisir à notre ami Alain Roland déjà. C'est très joli, l'enchère rouge, c'est très joli je trouve. Qu'est-ce qui fait en fait qu'une Testarossa est à part? Plusieurs réponses. Ce qu'elle a évoqué à l'époque quand elle est sortie, et quand on se met face à un modèle Ferrari et qu'on se souvient de
qu'est-ce qui était sur la route à cette même époque ? Et bien c'est là qu'on se rend compte que c'était plutôt des soucoupes volantes qui étaient produites par Ferrari que des voitures. Ouais. Parce que quand la Testarossa est sortie en 84, la même année, au même salon à Paris, c'était Peugeot qui lançait la 205. Oui. Et donc il faut juste mettre ces choses-là en perspective. Donc la Testarossa a incontestablement marqué par son style, par une révolution qu'elle présentait d'un point de vue esthétique, par son rétro en l'air qui était vraiment quelque chose de très particulier et qui a lancé quelque part, je dirais, le mythe autour de la Testarossa. Mais la Testarossa, comme d'autres Ferrari, parle à une génération plutôt qu'une autre. Moi, elle parle à la mienne. J'avais 10 ans quand elle est sortie. Et chacun, en fait, aura des souvenirs liés à la marque, dépendant de son époque, dépendant de ce qu'il a pu côtoyer dans la rue à un moment donné. Donc la Testa parle à certains, pas à d'autres. En tout cas, nous, on la met à l'honneur dans cette vente, puisque c'est les 40 ans de cette voiture, et on a les 5 générations qui sont rassemblées à cette occasion. Alors je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas que des voitures à vendre, puisque je le disais aussi, il y a des produits dérivés accessibles, si vous êtes vraiment un passionné de Ferrari, comme un porte-manuel, des livres. Il y a une carte célébrant la victoire signée par Carlos Sainz, des énormes pilotes qu'on adore, c'est un cendrier Ferrari, donc en fait tout le monde peut se retrouver autour de cette mise aux enchères. C'est l'idée, c'est-à-dire qu'en fait on aurait vite fait de se dire que parce qu'on parle de Ferrari et qu'on parle de Monaco, on ne traite que d'élitisme. C'est absolument pas l'idée. La Starossa a pour vocation d'être un rendez-vous de passionnés et qu'on puisse venir y trouver une pépite, qu'on ait quelques dizaines d'euros à dépenser, puisque c'est le cas, jusqu'à plusieurs millions. C'est ça l'idée. Et la star de la voiture, star de l'enchère aujourd'hui, c'est qui ? Alors c'est difficile de... Voilà, c'est ça. En fait, une des stars pourrait être une, entre guillemets, banale Ferrari FF, mais qui est l'ancienne voiture de John Elkann, donc qui est faite sur mesure, du groupe avec des matériaux qui n'existent pas dans la gamme, et donc une voiture unique, alors que le modèle est plutôt générique. Une 348 Zagato, il n'y en a que 9 au monde. Une 365 GTC4 Spider, il y en a 4 au monde. Et si on raisonne cette fois-ci côté tarif, on a de nouveau une Enzo, pour laquelle l'estimation est supérieure à 4 millions. Donc je dirais des stars, il y en a plusieurs, et encore une fois, tout dépend de ce qu'on vient y chercher, et la star, c'est ce avec quoi on va repartir. Et il y a une chose dingue, un aileron de la Ferrari 312T de Niki Lauda. Exact. Les pièces de F1, c'est bankable, comme on dit en bon français. Oui, parce qu'en fait, c'est un morceau d'histoire, donc il y a une âme. Celui-ci, en l'occurrence, est connu pour être vraisemblablement la première pièce, le premier aileron Ferrari qui se réglait. Et testé à Monaco. Donc quand on fait une vente à Monaco, avoir une pièce qui vient de là, c'est un plus. Mais c'est bankable aussi, si je reprends votre terme, parce que c'est aussi une pièce, au-delà d'être historique, qui est esthétique. Et on peut se dire que sur un mur, c'est amusant d'avoir ça. Pour participer à cette enchère, est-ce que tout le monde peut venir ? Comment on s'organise en fait ? Alors, pour participer à l'enchère, c'est extrêmement simple. On peut, alors, de façon la plus logique, être présent à Monaco le jour J, donc c'est le 8 juin à 15h, au Grimaldi Forum, dans le cadre du salon Top Marque. On peut aussi enchérir au téléphone, en live. On peut enchérir sur Internet, au même instant. Et on peut aussi faire ce qui s'appelle un ordre d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a remarqué un lot. On ne sera pas forcément disponible à l'instant T. On nous contacte. On indique quel est le lot sur lequel on souhaite enchérir, on nous indique le montant et on fera nous le travail à la place de la personne. On parlait de Charles Leclerc qui a gagné le Grand Prix de Monaco il y a quelques jours. Il y a un karting Charles Leclerc qui est en vente. Exact. Donc Charles Leclerc, je ne sais pas si on peut citer des marques, en tout cas Charles Leclerc Charles Leclerc représente une marque, représente Ray-Ban. Donc à l'occasion d'une association entre Ray-Ban et Meta pour les Ray-Ban qui filment, il y a eu un petit spot qui a été tourné à Monaco avec Charles qui était dans sa voiture, qui rejoignait un endroit où il montait sur un karting et partageait ce moment avec d'autres. C'est ce karting-là qui est donc à la vente, qu'il a signé et qui accessoirement porte la marque Charles Leclerc puisqu'il a sa propre marque de karting. Ah oui. C'est canon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Ferrari, c'est peut-être le must ce qui finalement réunit tout le monde. Alors après, il y a d'autres constructeurs qui sont exceptionnels, mais Ferrari résonne comme il y a de l'histoire, il y a du vécu, ça nous a bercé depuis des années. Est-ce que c'est le must aujourd'hui ? C'est un peu Rolls en voiture de luxe et Ferrari en voiture de sport. Rolls, vous n'aurez pas forcément un enfant de 8 ans qui la montrera du doigt dans la rue, alors qu'une Ferrari, oui. Et une Ferrari, je pense que vous mettez un cheval cabré dans n'importe quel pays du monde, il sera reconnu comme étant celui de la marque Ferrari. Et il y a une pièce à la vente, une photo dédicacée par Enzo Ferrari. Ouais, et cette photo-là est importante parce qu'elle a été offerte par Enzo en personne à un collaborateur
de l'entreprise. Et c'est ce collaborateur qui nous la transmet. Donc elle est dédicacée, mais offerte en main propre par Enzo à cette personne. Et ben vous savez quoi, je vais vous faire une photo, je vais vous la dédicacer. Attendez, moi je fais un truc. Vous faites dédicacer une photo Sud Radio, il y en a, je la donne à notre ami Laurent, et en échange, il me donne la photo dédicacée par Enzo Ferrari. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, vous êtes un bon négociateur. Vous savez comment Coluche appelait cette méthode? Non. La méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. En tout cas, on vous donne rendez-vous le 8 juin prochain à Monaco pour cette seconde édition de l'Asta Rossa. Moi, je trouve que le nom est magnifique. Votre aux enchères 100% Ferrari avec des modèles d'exception et des produits dérivés absolument surprenants. J'imagine que vous pouvez le voir sur Internet, sur le site de l'Asta Rossa. Là, le site, c'est Monaco Car Auctions. Ouais. Et on peut suivre en live, effectivement. Ou en tout cas, vous pouvez regarder les lots et les voitures qui sont proposées à cette vente aux enchères. Merci beaucoup, Laurent Blomet, d'avoir été avec nous, directeur général de Monaco Car Auction. Dans un instant, la suite, la fin du malus écologique pour les pick-up. Je peux vous assurer que ça fait grincer des dents. On va en parler dans un instant. Jean-Luc Moreau sera avec nous, Frédéric Genet, responsable des relations institutionnelles chez Mobiliance. À tout de suite. Sud Radio, votre attention. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on va désormais parler de la fin du malus écologique pour les pick-up. Alors la fin, peut-être pas tout à fait. Nous sommes en compagnie d'une des voix de Sud Radio, Jean-Luc Moreau, notre spécialiste auto qu'on retrouve tous les samedis de 11h à 13h dans On parle auto avec Laurence Perrault. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Coucou Philippe et recoucou Cécile. Bis repetita. Vous venez que pour des mauvaises nouvelles, vous. Non. Ah ben non, là c'est une bonne, là c'est la fin du malus. Je vais vous annoncer que justement vous ne paierez pas si vous achetez un pick-up. Non, mais je plaisante. Et Frédéric Genet, responsable des relations institutionnelles chez Mobiliance. Bonsoir Frédéric Genet. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous, Jean-Luc. C'est une info exclusive Sud Radio. Vous nous l'avez dévoilé le week-end dernier avec Laurence Perrault dont on parle auto. Comment et pourquoi les pouvoirs publics ont-ils reculé sur le super malus pick-up? On va le baptiser comme ça. Oui. Alors vous savez, jusqu'à présent, vous savez peut-être pas d'ailleurs, que les pick-up étaient considérés comme des véhicules utilitaires et bon, les camionnettes, les utilitaires ne payent pas le malus écologique. Il y a certains pick-up, en particulier des doubles cabines, qui offraient 4 places. Alors c'était plus 5 places parce qu'ils n'étaient plus considérés comme des utilitaires en 5 places, mais il y avait encore des pick-up 4 places. Et ces pick-up, parfois luxueux, avec des gros moteurs, étaient quelque part une épine dans le pied des pouvoirs publics, et ils se sont dit bon, ok, on va siffler la fin de la récré, on va considérer que ce sont des véhicules particuliers, donc on va leur appliquer le même malus qu'à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. En gros, comme ils ont tous des moteurs imposants, c'est tous des voitures lourdes, ils sont tous au-delà de 193 grammes par kilomètre de CO2, ça signifie malus 60 000 euros. En gros, au 1er janvier, d'après la loi, on est passé de 0 euros de malus à 60 000 euros de malus. Vous imaginez le marché, comment il a réagi pour des véhicules qui, parfois, valent 60 000 euros, en gros, multiplié par 2 le prix de la voiture. Donc le marché s'est arrêté totalement. Et puis, les pouvoirs publics se sont rendus compte que, finalement, qui étaient les clients? C'est 70% des professionnels. Et dans ces professionnels, vous avez les pompiers, l'armée, Enedis, enfin bon, bref, plein de gens qui ont besoin de pick-up pour transporter à la fois du matériel dans la benne, mais à la fois des gens qui vont travailler, donc qui ont besoin de 4 places à bord. Donc ils se tiraient une balle dans le pied, parce que les 60 000 euros, quand c'est un service public qui achète le véhicule, ils payent les 60 000 euros. Vous allez me dire, c'est les mêmes caisses. Non, d'un côté il y a les recettes, de l'autre il y a les dépenses. Et là, et d'un coup ils se sont dit, mais c'est complètement ridicule. Ça fait plaisir qu'ils se rendent compte parfois que c'est ridicule. Et comme le décret d'application n'était pas paru, il y a une réunion qui s'est déroulée. Ils ont décidé de réécrire un texte et de reporter au moins jusqu'à la fin de l'année ce fameux super malus de 60 000 euros, puisque tous les pick-up sont touchés par un gros malus en fait. Frédéric Genet, est-ce qu'on est toujours soumis à un malus écologique si on veut acheter un pick-up en concession aujourd'hui ? Alors, ça va dépendre de 2 critères en réalité. Ça va pas dépendre de si vous êtes professionnel ou pas, puisque, comme Jean-Luc l'indiquait, il y a évidemment pompiers, militaires, Enedis, beaucoup d'artisans aussi qui aujourd'hui achètent des pick-up, hier également, mais vous pouvez aussi acheter un pick-up pour des raisons d'entretien d'un terrain, notamment si
vous avez des parcelles boisées, c'est quand même plus commode qu'une Smart pour les travaux forestiers. C'est drôle avec une Smart, mais ça va pas durer longtemps. Alors, ça va pas durer longtemps. À voir, mais en tout cas aujourd'hui ou demain, en l'occurrence, si vous vous rendez en concession, vous pouvez ne pas subir le malus de 60 000 euros à deux conditions: d'être sur un véhicule qui fait donc moins de 5 places, pour éviter d'être considéré comme un véhicule familial. Et puis, c'est bien cumuler les deux raisons. Et donc aussi avoir ce qu'on appelle une cabine simple ou étendue. C'est-à-dire que vous n'avez pas deux portes, comme vous pouvez trouver sur la plupart des voitures, enfin 4 portes du coup, sur la plupart des voitures, mais bien soit deux portes ou deux portes et deux petites portes complémentaires qui facilitent l'accès à bord. Mais encore une fois, vous n'êtes pas sur un format classique, par exemple une sorte de SUV avec une benne à l'arrière. Alors, jusque quand peut-on espérer que cette situation reste inchangée, Frédéric Jeunet? Alors, au moins jusqu'à la fin de l'année, nous dit Bercy. Maintenant, tout le monde a conscience que le budget de l'an prochain, qui sera discuté dès l'automne 2024, va assurément remettre le sujet sur la table, soit de la part du gouvernement, soit par l'initiative parlementaire. Et il faut bien aussi avoir en tête que le malus, vous le payez à la livraison du véhicule. Ce qui veut dire que en passant commande demain, alors peut-être que le véhicule est sur le parking et auquel cas vous n'avez aucun doute. Et sinon, le délai de livraison est important. A priori, si vous y allez demain, ça ira. Si vous y allez évidemment le 24 décembre, ça peut être un cadeau de Noël assez sympa. Par contre, c'est moins sûr que vous échappiez au malus s'il est rétabli pour 2025. Dernière petite question, parce que le temps tourne. Quel rôle a joué finalement Mobiliance dans la non-application du malus ? Comme vous le savez, on représente les acteurs notamment de la distribution automobile et donc des acteurs qui distribuent des pick-up. Nous, on s'est mobilisés dès le PLF dernier, dès les débats sur le budget de 2024 à l'automne dernier. Et puis, donc depuis ces derniers mois, dans son application, on était présent à la réunion à Bercy la semaine dernière également. Et on va suivre les prochains travaux pour voir où tout ça aboutit. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Jeunet, responsable des relations institutionnelles chez Mobiliance. Et si vous voulez des scoops dans l'automobile, écoutez donc, on parle auto tous les samedis sur Sud Radio de 11h à midi, avec de 11h à 13h, pardon, Jean-Luc Moreau, notre spécialiste, est très bien accompagné par Laurence Perrault, bien entendu. Du scoop et du bon débat. Merci beaucoup, Jean-Luc Moreau. Merci Jean-Luc. Bonne soirée. Et on vous embrasse. On vous retrouve. Je vous retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Passez une très belle soirée et à demain. Salut. À demain.